très content d'accueillir ce soir Daniel Lequedic et Dominique Gozin-Muller qui vont nous parler de Roland Schweizer. Donc vous étiez tous les deux des anciens étudiants et puis avec Daniel ça me rappelle des très lointains souvenirs parce que je me souviens que quand on avait commencé cette exposition sur la Bretagne, la première chose que j'étais allé voir à Brest, c'était l'auberge Jeunesse du Moulin Blanc. Et puis après, j'ai revu Roland Schweizer quand j'étais au ministère, puisqu'il voulait monter quelque chose aussi sur le Japon. Et puis un peu plus tard, quand il a présenté son livre à l'Académie d'architecture, donc Place des Vosges. Voilà, donc je laisse la parole, comme d'usage, à Anne-Marie, qui va faire des présentations plus complètes. Et puis encore, merci pour ta présence, Daniel et Dominique Gozin-Muller. Voilà, j'enchaîne avec les mêmes remerciements donc à tous les deux d'être venus de Stuttgart et de Brest, pardon, jusqu'à chez nous. Stuttgart, ce n'est pas très loin, mais Brest. Brest, c'est un peu plus loin, exactement. Alors pour revenir un petit peu sur l'histoire de cette conférence, en fait elle a débuté il y a de ça presque un an exactement. Il y a un an, si vous vous souvenez, nous fêtions le cinquantenaire de 68 et la BNU avait organisé une exposition sur les événements de 68 et nous avions donc entrepris en lien avec la BNU de faire une conférence sur ce qu'était l'enseignement en 68 à Paris et donc on avait sollicité Roland Schweizer. Si vous vous en souvenez aussi, il y avait à ce moment-là pas mal de grèves de transport et comme Roland Schweizer était déjà très âgé, on a finalement repoussé l'idée qu'il se transporte au milieu de toutes ces grèves. Et donc on a fait un petit montage et on a présenté Roland Schweizer parlant et nous nous étions promis avec lui qu'il reviendrait ici à l'automne. Malheureusement, il est décédé au mois d'août. Donc on reprend un peu le fil de cette promesse, cette fois-ci sous une forme d'hommage, avec l'invitation de deux de ses anciens étudiants, comme l'a souligné Jean-François, deux de ces anciens étudiants qui partagent quelques points communs, ils sont tous les deux nés à Paris. Ils ont fait leurs études avec Roland Schweizer dans les années 70 sous les voûtes du Grand Palais, si je ne m'abuse, pour ce qui est de Daniel. Et puis une dizaine d'années plus tard, dans une école qui s'appelait l'école de Paris-Tolbiac, aujourd'hui disparue et qui se trouvait au rez-de-chaussée de la dalle de Tolbiac, pour ceux qui connaissent un peu la capitale. Et donc c'est dans ce contexte que Dominique Gozin-Muller a été son étudiante. Par la suite, l'un et l'autre ont entamé, je pense, une carrière d'architecte, enfin j'en suis sûre pour Daniel et je le pense aussi pour Dominique. Et puis au fur et à mesure du développement de leur vie, ils se sont orientés tous les deux vers l'écriture, mais vers des formes d'écriture un peu différentes, plutôt tournées vers le journalisme et vers une thématique tout à fait spécifique qui est celle du bois pour Dominique, et pour Daniel, plutôt tourné vers l'enseignement et vers la connaissance de l'architecture en Bretagne, comme l'a évoqué très rapidement Jean-François. Donc le résultat de ces parcours différents, ça donne lieu à des ouvrages signés de la part de l'un et l'autre. Un gros ouvrage sur les architectes et l'idée bretonne, qui est en réalité ce qu'on appelait une thèse d'État. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était des thèses qu'on faisait après la thèse de 3e cycle, des grosses thèses en quelque sorte, que certains n'arrivaient à conclure qu'à l'aube de leur retraite, d'autres un peu plus tôt, heureusement. Et donc ça a donné un très beau volume qui est l'architecture et l'idée bretonne, que je pense que vous pourrez trouver à la bibliothèque. Et puis beaucoup d'autres ouvrages sur l'architecture et l'urbanisme en Bretagne, puisque Daniel Lequedic a été directeur de l'Institut de géoarchitecture à l'Université de Bretagne occidentale. Tandis que Dominique Gozin-Muller, elle, installée à Stuttgart, a fondé une revue, la revue écologique que je pense que vous connaissez. Elle a enseigné ici, je ne sais plus très bien si elle continue à enseigner, mais si elle continue à enseigner, voilà. Donc vous la connaissez sans doute comme enseignante. Et c'est donc à eux que nous avions confié la mission d'évoquer ce parcours de Roland Schweizer avec une première contribution de la part de Daniel qui va faire un espèce de portrait général de la carrière de cet architecte. J'avoue l'avoir rencontré à plusieurs reprises, relativement jeune, quand j'ai fait un article sur
une de ses publications, au temps où j'étais journaliste, ça remonte à très très loin. Et puis par la suite, grâce à l'intermédiaire de Daniel, je l'ai rencontré pour des entretiens. C'est quelqu'un qui était, enfin vous le verrez d'ailleurs dans le petit film qui vous sera passé, c'est un architecte qui était très frappant par son engagement et par ses convictions sur l'architecture et qui a poursuivi des convictions de manière très constante, avec une architecture très identifiée, comme vous allez le voir dans la présentation que va vous faire Daniel Guédic. Et ensuite, un deuxième volet sera le rapport de Roland Schweitzer avec le bois, puisque c'est une thématique sur laquelle continue de travailler Dominique Gauza-Müller et à laquelle elle a été introduite, je suppose, par les enseignements de Roland Schweitzer. Voilà. Une fois encore, merci et bonne soirée. Bien, je vais donc ouvrir le bal. Anne-Marie a parlé d'un hommage. Il ne s'agit pas de construire une hagiographie, mais d'évoquer un architecte discret et donc encore insuffisamment connu. Un grand enseignant, et c'est Dominique qui abordera ce volet tout à l'heure. Un maître d'œuvre de premier plan qui a eu 2 édifices inscrits à l'inventaire des monuments historiques de son vivant, ce qui n'est pas fréquent. Et j'ajoute, mais ça a déjà été dit par Anne-Marie, que nous avons été tous les deux ses élèves, mais aussi ses compagnons de route dans de nombreuses circonstances, et 49 ans en ce qui me concerne, puisque j'ai eu, je ne sais pas s'il faut dire le plaisir ou la douleur, de parler longuement avec lui au téléphone la veille de sa disparition, car il a été en pleine forme jusqu'à ce moment fatidique. Nulle diminution de ses capacités, ni de son engouement et de sa passion pour l'architecture. Bien, je vais commencer par vous donner quelques repères biographiques, surtout qu'ils ont été plus importants encore sans doute pour lui qu'ils ne le sont ordinairement. Il était né en 1925 à Haguenau, c'est un Alsacien, famille de la petite bourgeoisie. Son père était géomètre de la ville d'Haguenau. Une famille très ouverte aux choses des arts, et spécialement de la musique, et ça a joué un rôle important dans la formation de sa sensibilité. Et une famille, je le précise de tout de suite, puisque c'est la question que l'on pose très systématiquement, une famille apparentée à Albert Schweitzer, qu'il n'a jamais rencontré, Roland. Lorsqu'il devait le faire, il s'était rendu à Lambaréné, et Albert avait dû partir quelques heures plus tôt, de façon tout à fait impromptue. Donc c'est un rendez-vous manqué, mais il appartenait donc à cette famille-là. Une enfance assez banale dans un premier temps, et vous verrez que les choses vont bigrement se compliquer, davantage tournée vers la campagne que vers la ville. Ses souvenirs d'enfance, c'était plutôt les forêts, les longues marches, et puis déjà des émois architecturaux, pourrait-on dire, avec d'une part la découverte de l'architecture rurale qui va beaucoup le marquer, qu'il photographiera tout au long de sa vie en Alsace, et il utilisera d'abondance d'ailleurs cette documentation lors de l'exposition dont il avait été le commissaire en 1975 à Beaubourg, qui s'appelait Maison de bois, dont on reparlera également, je crois, avec Dominique tout à l'heure. Et puis, un autre émoi, longtemps je me suis demandé si ce n'était pas, je dirais, un souvenir fabriqué involontairement, c'est sa visite à l'exposition de 1937 avec un oncle, où il assurait que le pavillon du Japon de Sakakura l'avait profondément marqué. Sakakura, c'est un architecte japonais qui avait travaillé 6 ans chez Le Corbusier, et que Roland Schweitzer rencontrera d'ailleurs en 1967 à Tokyo. Et puis en fin de compte, j'y crois à cet émoi, parce que j'ai rencontré un autre cas, celui de Gabriel Chéreau, qui était un avocat qui avait l'origine de la cité radieuse de Rezé, et lui, il avait rencontré Le Corbusier sous la forme du pavillon de l'Esprit Nouveau en 1925, et il avait à peu près le même âge que Roland Schweitzer, c'est-à-dire 12 ans. Donc l'on pouvait, comme cela, dans l'enfance, être saisi, sans bien sûr analyser les raisons, par un édifice. Bien, j'ai parlé d'une enfance heureuse et j'ai déjà dit que les choses allaient se gâter. 1939, évidemment, la guerre, douloureuse pour tout le monde, plus encore pour l'Alsace et pour les Alsaciens. Impossible de ne pas l'évoquer ici parce qu'elle va le marquer durablement, l'obséder même. Et d'ailleurs, quelques mois avant sa disparition, il m'avait demandé, ainsi qu'à Hubert Leroux, un autre ancien de l'atelier, d'enregistrer ses souvenirs de guerre pour laisser la mémoire de cette période infiniment douloureuse et sur laquelle il avait un éclairage particulier que vous allez voir.
En 1940, donc, eh bien, basculement, l'enseignement brusquement passe du français à l'allemand, hein, à Haguenau. Il a quand même quelques moments qui lui laissent un souvenir encore relativement léger. Un professeur de musique allemand qui est absolument remarquable, et je redis que la musique était importante. Et puis, initiation au dessin qu'il peut avoir auprès de l'architecte de la ville d'Haguenau. Mais tout cela est bien fugace, parce qu'en 1942, eh bien, il est appelé pour un certain nombre de stages dans des camps de formation militaire allemands, et en 1943, et vous avez là un dessin qui a été fait par un de ses amis en 1943, et bien en 1943, alors qu'il a 18 ans, il est incorporé de force dans la Wehrmacht, et il devient un de ces malgré nous. Alors malgré nous, aujourd'hui, on sait ce que c'est, hein, mais très longtemps, c'était quelque chose d'infiniment refoulé, parce qu'il était très difficile pour un jeune Alsacien d'expliquer effectivement ce qu'avait été la situation éminemment paradoxale qu'ils avaient pu connaître. Donc, bon, comme malgré nous, il va faire la campagne d'Italie. Et là encore, il avait des souvenirs architecturaux. Elle se souvenait de son passage à Vicence avec la basilique de Palladio, qui va conforter cet intérêt pour l'architecture. Ce n'est pas encore une passion, c'est un intérêt. Mais l'Italie sera vite traversée, puisque ce sera la Pologne et le front de l'Est, hein, en Prusse notamment. Une guerre extrêmement longue et difficile, pénible, avec un repli dans les Ardennes, et c'est là qu'il va réussir à s'évader. Il sera démobilisé en juin 1945 et il s'inscrira immédiatement à l'école d'architecture, ici, comme aspirant, en novembre 1945. Alors, ce qu'était l'école de Strasbourg, à ce moment-là, je ne vous en dirai rien. Il y a 2 tomes absolument remarquables qui ont été produits en 2013 par Anne-Marie et Frank Storm, hein, qui vous disent tout de ce qu'a été cet établissement. Et il n'y a pas d'autres écoles en France, d'autres écoles régionales qui aient fait un travail de cette nature. Je vous encourage vraiment à aller voir cet ouvrage. Hein. Alors, de ces années-là, il va y passer 2 ans. Il sera 2 ans en seconde classe. Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionnait l'ancienne école. On était d'abord aspirant, on passait un concours que l'on avait rarement la première fois. Schweitzer l'a eu en 1947 et on entrait en seconde classe. La seconde classe se faisait généralement en 4 ans. Schweitzer va la faire en 2 ans. Il va faire une école extrêmement rapide. Et à l'issue de cette 2e classe, eh bien, il y avait la possibilité de demander une mutation pour aller faire sa première classe ailleurs. Et cet ailleurs était généralement Paris. Alors pourquoi les élèves des écoles régionales partaient-ils? Eh bien parce qu'ils briguaient des succès dans les concours de fondation, et pour les plus brillants peut-être pour le Grand Prix de Rome, et les écuries parisiennes effectivement avaient infiniment plus de possibilités de placer leurs élèves, je serais tenté de dire les élèves protégés comme disait l'Académie de l'Ancien Régime, que ne l'avaient les écoles régionales. Mais c'est pas du tout pour cette raison-là que Schweitzer va partir. Je pense que la raison profonde, lui disait qu'il était assez insatisfait par les enseignements qui étaient délivrés, notamment par Storskopf, mais je n'y crois pas. Je pense qu'il voulait mettre une distance avec l'Alsace à ce moment-là, parce qu'il était revenu, comme ses camarades, il n'était évidemment pas le seul, d'une guerre que les autres n'avaient pas fait, plus âgé, impossibilité d'en parler, donc des conditions psychologiques très difficiles. Et puis s'il avait un souhait architectural, ce n'était pas de briguer les concours de fondation, il en passera certains, puisque c'est un passage quasi obligé à l'école, mais il ne sera pas une bête à concours, il va au contraire chercher une formation éminemment tangible, concrète, et il va choisir l'atelier Perret. Alors Perret a 76 ans à l'époque, hein, et il a ouvert pendant la guerre un nouvel atelier. Il a eu un premier atelier extérieur à l'école des Beaux-Arts, et puis il va pendant la guerre créer 2 autres ateliers, un à l'école spéciale d'architecture, et à nouveau un atelier extérieur à l'école des Beaux-Arts. Alors, Schweitzer disait que de Perret, il connaissait 3 édifices. Il connaissait le garage de la rue de Pontieux, qui a été démoli, hélas, et il connaissait l'église du Rincy et le musée des travaux publics. Donc une connaissance assez sommaire, mais pour lui, c'était un architecte sérieux, costaud, et non pas justement un de ces architectes qui se produisaient et qui amusaient la galerie. Il faisait en tout cas le procès assez sévère qu'il faisait de beaucoup d'autres patrons de l'école. Alors, à vrai dire, Schweitzer ne profitera pas véritablement de l'enseignement de Perret. D'une part parce que Perret avait une présence très parcimonieuse à l'école, il avait conservé, je vous l'ai dit, son atelier de l'école spéciale, donc il passait très peu de temps à l'atelier et s'occupait essentiellement des grands élèves qui étaient en situation de toucher dans les concours. Et puis l'autre raison, c'est que dès son arrivée à l'atelier, eh bien, Perret propose à Schweitzer une bourse pour aller 6 mois en Allemagne. Alors, Schweitzer n'a jamais su véritablement pourquoi, il pense que c'est parce qu'il était le seul à parler allemand, hein, tout simplement. Bon. Et donc, le voilà, sitôt arrivé à Paris, reparti pour Berlin, et ça va être un moment absolument décisif dans sa formation.
D'une part, il va découvrir les édifices emblématiques de la modernité, qui étaient absolument méconnus à cette époque-là. Il avait notamment en souvenir... les édifices que je vais évoquer, ou que je vais vous montrer, ce sont ceux dont parlait Schweitzer. Ce n'est pas une recomposition que j'aurais faite à partir de ce que je pensais avoir compris de sa formation, c'est vraiment ceux que lui mettait en exergue. Donc le fameux bâtiment d'Alger, non, j'ai fait marche arrière, bon. Et puis le fer à cheval de Taut, et ça c'est pour ce qui est des édifices, mais il va découvrir aussi dans les bibliothèques et dans les témoignages des choses qui étaient très méconnues en France, le Verbund qui était un petit peu connu, très peu, mais en France, et lui il n'en avait jamais entendu parler, et il va découvrir aussi le Bauhaus, alors absolument méconnu en France. On fête le centenaire, aujourd'hui on a l'impression qu'il a toujours été connu et encensé, ce n'est pas le cas. Dans l'entre-deux-guerres, il y a eu 3 articles sur le Bauhaus en France, 2 dans Cahiers d'Art et 1 dans l'Esprit Nouveau. Et après-guerre, il faudra attendre 1957 pour retrouver un article dans l'Œil. Donc lui découvre en Allemagne véritablement cette production que nous connaissons tous aujourd'hui et dont nous pensons qu'elle a toujours fait partie du bagage d'un architecte du XXe siècle. Et puis, plus inattendu, il va découvrir le Japon. Alors le Japon, architectural j'entends, le Japon était lui aussi totalement méconnu en France, aucun ouvrage en français. Il y avait un ouvrage en anglais qui était bien connu, toujours réédité aujourd'hui, c'est celui de Morse, mais qui datait de 1886. Mais en allemand, il y avait 3 livres, et 3 livres signés de Bruno Taut, parce que Bruno Taut avait vécu de 1933 à 1936 au Japon. Et il avait fait 3 ouvrages, et même un 4e, qui est un ouvrage de synthèse, qui avait paru en anglais, mais à Tokyo, et qui n'était pas distribué en Europe. Pratiquement. Je vous signale que cet ouvrage a été traduit en 2014 par Daniel Wieczorek et qu'il est aujourd'hui disponible. Donc, qu'est-ce qu'il rencontre dans ce Japon architectural? Un certain nombre de choses qui vont marquer durablement sa production architecturale. Alors, il découvre le Katsura. Le Katsura, vous savez, c'est une villa impériale qui est à Kyoto, qui date du XVIIe siècle. Et qu'est-ce qu'il découvre? D'abord le plan. Un plan qui ne ressemble en rien à ce que l'on enseignait dans les écoles et à ce qu'il connaissait, un plan qui se développe sur le terrain, qui épouse ses reliefs, qui se glisse entre les arbres, donc un plan absolument nouveau. Et vous voyez apparaître les tatamis qui en font la trame, et il va découvrir aussi cette architecture qui à la fois a un rapport privilégié avec la nature, mais qui pour autant est absolument réglée et qui bénéficie d'un système constructif impeccable. Donc là, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore analysé, mais qui le marque véritablement, comme le marque cette relation intérieure-extérieure, qui sera un de ses credos. Donc tout cela en Allemagne, il revient à Paris en 1951, pour ne pas rencontrer davantage Perret. Perret, en 1952, annonce qu'il va abandonner l'enseignement, qu'il est fatigué et déjà malade, ce qu'il fera effectivement en 1953. Donc, de Perret, c'est plutôt l'aura du bonhomme, ce qu'il se disait à l'atelier, les idées qui circulaient, plus qu'un enseignement direct avec l'architecte qu'il aura eu. Alors, à l'atelier, il a quand même découvert un certain nombre de choses, mais par l'intermédiaire des livres et des revues. Des revues qui étaient assez peu diffusées également. Il va découvrir là des architectes qui vont le marquer, là encore, durablement. Neutra, avec un numéro spécial d'architecture d'aujourd'hui en 1946. Breuer, un numéro spécial en 1948. Et de Breuer, il va rester très près, et je me souviens que quand Breuer a été accepté de parrainer Seidler pour le chantier de l'ambassade d'Australie à Paris, dans les années 70, Schweitzer a fait vraiment la cour de Seidler pour qu'il le présente à Breuer, ce qu'il a pu faire à ce moment-là. Alors, de Breuer, on connaît ces grands édifices, on connaît moins les maisons qu'il faisait à cette époque-là, quelquefois avec Gropius d'ailleurs, elles sont souvent signées des deux, et qui intéressent évidemment beaucoup Schweitzer, et là il pourra retrouver déjà quelques éléments d'une acculturation du Japon. Il va rencontrer, à tous les sens du mot, Wright. Là aussi, Wright était inconnu. Le premier ouvrage traduit en français de Wright, c'est 1954. Mais Wright est venu en 1952 faire une conférence à l'École des Beaux-Arts qui a accompagné une grande exposition qui a tourné dans toute l'Europe, et Schweitzer a assisté à cette conférence et se souvenait de la fanfare des Beaux-Arts jouant l'hymne américain pour l'accueillir. Et donc il découvre quelques-uns des édifices qui vont là aussi beaucoup le marquer, dont cette maison, la Ruby House, qui pour lui était véritablement une icône. Il rencontre aussi Mies van der Rohe, enfin pas physiquement cette fois-là, mais dans les revues à nouveau, mais il le rencontre via l'Amérique, car en Allemagne il n'y avait rien de Mies,
Le pavillon de Barcelone n'a pas encore été reconstruit, hein, il a été en 1989, et la Villa Tugendhat en Tchécoslovaquie était inaccessible, donc c'est le Miss américain qui trouve là la maison Farnsworth, hein, bien sûr. Bien, et évidemment Corbu, et il assistera à une conférence de Corbu, Corbu qui est au cœur de l'actualité à ce moment-là, puisqu'il y a le scandale de la maison du Fada à Marseille, de la Cité radieuse, qui fait l'objet d'innombrables attaques, et notamment d'une pétition des architectes du Morbihan, qui à l'unanimité, moins une voix, demande l'arrêt immédiat du chantier. Bon, donc voilà ce qu'est le bagage qu'il magazine. Et alors très curieusement, parce que là ça n'a pas été véritablement élucidé, il n'a pas fait la place. Il a travaillé dans une seule agence et très peu, et il va très rapidement participer à des missions, notamment pour le Fonds d'investissement pour le développement économique et social, qui est un organisme qui avait été créé pour venir au secours des colonies et protectorats français, et il fait des missions notamment pour ce qui est de la construction d'hôpitaux en Afrique. Et il va au Cameroun, il va au Gabon, au Ouganda-Chari, au Congo, mais c'est à Brazzaville que les choses vont se nouer, parce que là, Prouvé vient de réaliser 2 maisons, qu'il appelle tropiques d'ailleurs, il y en a 3 qui ont été réalisées, et il découvre Prouvé en Afrique. Vous voyez, il découvre le Japon à Berlin, et il découvre Prouvé en Afrique, et il prend immédiatement la décision de faire avec lui son diplôme. Pourquoi avec lui? Parce que Perret, on l'a dit, était quasiment évanescent, et là franchement souffrant en 1953, et donc il se rapproche de Prouvé, qui n'avait aucune autorité à l'école des Beaux-Arts, mais qui accepte de le parrainer dans son diplôme. Et un diplôme donc, qui va être très proche de cette maison tropique qui a été reconstruite il y a quelques années, hein, qui a été présentée sur les quais de la Seine, certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Et donc là, il le découvre, de retour à Paris, il se rue chez Prouvé, qui accepte de l'accompagner. Il veut faire un diplôme en aluminium, qui était le matériau que Prouvé défendait à cette époque-là, et c'est Prouvé qui dit non, faites-le en bois. En Afrique, ce sera extrêmement compliqué, il faudra l'acheminer, faites-le en bois. Et donc, ce diplôme, ce sera la première jonction entre, et là j'utilise le titre du chapitre que Neufert va consacrer au Japon, parce qu'il va l'introduire dans son livre à ce moment-là, qui est la coordination dimensionnelle dans la construction au Japon, donc la rencontre de cette coordination dimensionnelle japonaise avec la rationalité constructive de Prouvé. Alors je vais faire un saut de 30 ans, là, je reviendrai en arrière, pour vous montrer que ce mariage a été longtemps productif. Voilà par exemple la maison des personnels de l'auberge de jeunesse de Brest, qui est un des édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire. Et il m'a toujours assuré, alors que cet édifice a été réalisé en 1984, que c'était l'aboutissement de son diplôme, qu'il avait pu là réaliser pleinement ce qu'il avait imaginé avec Prouvé à ce moment-là. Et que c'était l'association donc, de cette démarche avec Prouvé, et puis aussi de ce qu'il savait du temple de Daitokuji au Japon, qui l'avait beaucoup marqué également par ces lignes extrêmement épurées et par ce système constructif que vous voyez. Bon, et puis, je peux dire aussi qu'avant cette maison brestoise, il avait réalisé un bâtiment étudié à partir de 1967 et achevé en 1973 à Cieux, qui s'appelle Le Four, qui était déjà une matérialisation de cette influence japonaise, que l'on peut même déceler, vous voyez, dans des rapprochements peut-être un peu hasardeux, mais qu'on est tenté de faire. Je ne m'attarde pas, parce que Dominique, tout à l'heure, vous en dira davantage. Bien, revenons aux années 50, il crée son agence à Paris, il décide de ne pas retourner en Alsace en 1954, et il est d'emblée choisi comme architecte conseil de la Fédération nationale des auberges de jeunesse. C'est très important parce que c'est avec des chantiers d'auberges qu'il va pouvoir vraiment peaufiner son écriture, la mettre au point, et pendant toute sa vie, il construira des auberges. Donc, dans ses premières réalisations, il fait jouer ses réseaux d'amitié, ses réseaux familiaux, et c'est en Alsace qu'il va commencer à construire. Une piscine à Célestat, étudiée à nouveau avec Prouvé, qui est son mentor à ce moment-là, et on voit le soin du détail extrême qui est apporté. Et puis il va faire une série de 10 châteaux d'eau, qui sont toujours là, j'imagine, et c'est à propos de ces châteaux d'eau qu'il évoquera la leçon de Perret. C'est les seuls moments où il pense que ce que Perret lui a apporté a vraiment été mis en œuvre de façon explicite. Alors moi, je vais m'attarder sur une maison qui me paraît très importante. Elle est de 1955, une de ses premières réalisations, et je serais tenté de dire que tout y est. Là, on a véritablement tout ce que l'on va trouver. On trouve une géométrie épurée, un bâtiment coiffé, lourd à acrotère, mais quasi en lévitation, grâce aux impostes que vous voyez.
pas de soffite, pas de relevé, une continuité intérieure-extérieure, le bois et la pierre dans les couleurs matières, comme il disait, la partition des vitrages, des gargouilles que vous ne voyez pas sur cette photo, elles sont derrière, mais qui sera aussi sa signature et presque sa coquetterie. Donc vous voyez, ce qu'il y a de très étonnant et qui demeure à être élucidé, c'est qu'en 1955, il avait pratiquement déjà établi tout le vocabulaire qu'il va développer par la suite. Alors, est-ce que, quand on voit cette maison, est-ce que le Japon a été remisé? Est-ce que Prouvé a été oublié? Eh bien, non, vous le savez, puisque je vous ai déjà montré le bâtiment de Cieux tout à l'heure et la maison brestoise. Mais il y a une autre veine, à côté de cette veine japonaise et prouvesque, que Schweitzer va explorer, une qu'il rencontre par l'intermédiaire de Breuer. C'est pour ça qu'il trouvait que Breuer était quelqu'un de très important dans sa formation. Et si le mot n'avait pas été totalement galvaudé en France, je dirais que cette veine-là était régionaliste, au sens que Neutra donnait au mot. Neutra avait fait en 1939 un article qui s'appelait « Le régionalisme », où il le défendait, et Bardet, Gaston Bardet, après avoir assisté à une conférence donnée par Neutra à Paris, écrit dans un article « Il est régionaliste. Le mot écorche la bouche des modernes, ils ont peur de ne pas être assez avancés. » C'est ce régionalisme-là que j'évoque, celui que Guédion appelait de ses voeux. En 1954, Guédion, le secrétaire général des SIAM, fait un article où il appelle l'avènement d'un new régionalisme. Eh bien, Schweitzer appartient véritablement à cette filière. Alors, je vous disais que le mot avait été ostracisé en France. Vous savez, le premier livre qui essaye de brosser un tableau de l'architecture du XXe siècle en France, c'est Michel Laragon qui l'écrit en 1958, oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit du régionalisme? Il dit qu'il est le fruit de l'ignorance, du manque de culture, du repli sur soi, quelquefois d'un racisme borné. Bon, donc vous voyez que le mot, on ne pouvait plus le prononcer, évidemment, en France. Bon. Alors, en fait, il existe une seconde modernité, issue du Domestic Revival anglais, retravaillée aux États-Unis, matinée du Japon, ce que j'appelle aujourd'hui le naturalisme moderniste, et c'est vrai que Schweitzer en sera un des meilleurs écrivains, entre guillemets, mais notons au passage qu'il est arrivé aussi à Corbu, d'y sacrifier. On ne montre pas très souvent ces maisons comme la Villa Sextant au Mat de 1935, construite en pierre des champs. Corbu n'était pas étranger aussi à cette tentation. Alors, Schweitzer, comme Corbu, avait une fascination pour les architectures vernaculaires. Il ne cherchait pas du tout le pittoresque dans ses architectures, mais il les considérait comme la pure expression de l'homme réel. Alors j'utilise cette expression, elle est tirée de la revue Plan, dont Corbu a été un des fondateurs, où on théorisait l'homme réel, antithèse de la société bourgeoise, celui qui aurait été en relation avec l'essentiel, ou qui aurait retrouvé cet essentiel après le stupide 19e siècle, c'est le titre d'un ouvrage qui avait fait référence à l'époque. Et si vous lisez les ouvrages un peu ignoré de Corbu, notamment l'Almanach de l'architecture moderne, il y a un chapitre qui s'appelle un standardmeur, un standardnais, où il s'attarde sur la maison de pêcheurs bretons, et il dit elles sont exactes comme la marée qui monte est exacte. Donc cette idée qu'effectivement il faut renouer avec ce passé, c'est une renaissance, mais une renaissance qui ne renvoie pas à l'Antiquité, qui renvoie à la maison paysanne, populaire, de gens dépourvus d'ostentation, de volonté de paraître, qui auraient été en relation avec l'essentiel. Eh bien, Schweitzer, véritablement, va adhérer à cette idée que Corbu avait ramassé dans une phrase, construire un folklore pour notre temps. Il avait travaillé avec Georges-Henri Rivière, le conservateur du musée des arts et traditions populaires, qui était d'ailleurs le président de mon jury de diplôme, Corbu, et donc il avait forgé cette idée. Et le mot folklore, Corbu l'a souvent utilisé. En 1941, il publie un article qui s'appelle « Le folklore et l'expression fleurie des traditions ». Bon. Eh bien donc vous voyez, ce n'est pas être déviant de la ligne moderniste. La ligne moderniste était beaucoup plus compliquée qu'on ne le dit aujourd'hui. Donc Schweitzer, fort de ses convictions, va visiter tous les écomusées, on dit des Skansen très souvent du nom du premier qui a été réalisé en Scandinavie, ces musées où on reconstruit des édifices qui ont été soigneusement démontés dans les campagnes. Donc il va s'informer de toutes ces architectures populaires, et il va se persuader qu'il y a des permanences universelles dans l'architecture, des intemporalités, qu'elles peuvent endosser toutes les particularités, celles de chaque société, de chaque époque, et il pense que ça remonte très loin. Il va notamment retourner très souvent à Gjerlede au Danemark, qui est un musée où on reconstruit à partir des connaissances que les fouilles fournissent des édifices de l'âge de fer.
et il s'intéressait beaucoup à cette genèse, et ça correspondait à une démarche qui était très soutenue à l'époque par André Varagnac, qui était directeur adjoint du musée des ATP, qui avait forgé le concept d'archéocivilisation. Cette idée donc qu'il y avait une très très longue durée, une formidable inertie qui traversait les millénaires et qui pouvait se retrouver dans les architectures contemporaines. Donc une volonté d'installer son architecture dans cette continuité, et il va être conforté, encouragé, même pourrait-on dire, dans cette voie, lorsqu'il va découvrir les pays scandinaves et nordiques. Là, ça va être une révélation. Il va bien sûr découvrir le grand aîné, qui était Alvar Aalto, avec ici l'hôtel de ville de Sénart-Salo, construit en 49. 49, il soutient son diplôme, je veux dire, en 53. Tout ça, c'est tout neuf à ce moment-là, bien évidemment. Donc il découvre Aalto, mais il découvre aussi ses contemporains qui ont exactement le même âge que lui. John Hudson, que vous connaissez, vous, pour l'opéra de Sydney. Mais John Hudson, lui, il est allé au Japon en 1946. Et sitôt revenu, il fait sa propre maison, que vous voyez là, en étant lui aussi héritier de cette compréhension du Japon. Zverefen, qui a été Pritzker, vous connaissez peut-être à ce titre, qui a eu lui aussi un cheminement intellectuel assez semblable à celui de Schweitzer. Il a décidé de passer 1 an au Maroc pour étudier les villages berbères en 1952, et puis à son retour, il s'installe à Paris, où il travaille pendant 1 an et demi chez Prouvé. Donc une formation très, très semblable. Et il aura une brève association avec Hudson avant de se lancer dans la carrière que l'on sait. Et puis Schweitzer avait aussi beaucoup de considérations pour 2 architectes associés danois, Jürgen Boe et Willem Vollert, dont vous connaissez peut-être Louisiana, et vous connaissez qui est un musée à Humlebeck, et vous le connaissez peut-être parce que Jean Nouvel y a fait une exposition, a découvert ce bâtiment, lui, extrêmement tardivement, en 2005, et a rédigé un manifeste de Louisiana. Sauf qu'on sait très bien que c'est Hubert Tonka et pas Nouvel qui a rédigé le texte, mais rendons grâce à Hubert Tonka, parce que ce qu'il a écrit, Schweitzer aurait pu l'écrire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Architecturer, c'est organiser les mutations de ce qui est déjà là, c'est favoriser la sédimentation des lieux, c'est prolonger l'histoire vécue et ses traces des vies précédentes, c'est être attentif à la respiration d'un lieu. » Et effectivement, c'est le sentiment qu'on peut avoir lorsqu'on est à Louisiana, qui est un bâtiment assez remarquable. Et puis le dernier, peut-être le plus important des Scandinaves qui vont le marquer, Arni Jacobsen. Arni Jacobsen, qui, pour lui, porte une intemporalité, une ascèse, une virtuosité dans le détail. Là, vous avez les maisons décalées de Klampenborg, qui étaient les plus connues en France, mais Schweitzer aimait beaucoup montrer cet escalier de l'hôtel de ville de Rodovre. Les détails lui paraissaient absolument remarquables, et aussi la bibliothèque de Rodovre également. Et Schweitzer rendra hommage, vous voyez, du mobilier là, de Jacobsen, qui est aujourd'hui peut-être plus connu pour ses chaises que pour ses édifices. Eh bien, Schweitzer, dans tous ses édifices, imposera le mobilier de Jacobsen. Voilà le réfectoire de l'auberge de jeunesse de Brest. Vous voyez que les chaises, bien sûr, mais aussi les lampes sont de Jacobsen. Donc une continuité parfaite, en l'occurrence. Et puis le bâtiment qu'il pensait le plus remarquable de Jacobsen, c'est le collège Sainte-Catherine, qui est à Oxford, qui avait été réalisé en 1954. Bien, donc vous voyez des sources diverses où il puisera successivement ou simultanément, convaincu que le mouvement moderne est un ressourcement après des siècles d'errement, qu'il permet un renouement avec des vérités essentielles. Et c'est une croyance véritablement chez Schweitzer, et j'emploie ce mot croyance parce que on peut dire de Schweitzer qu'il est entré en architecture comme d'autres sont entrés en religion. Il se sentait porté par une mission véritablement, et il croyait en lui, en sa capacité à mener cette mission à son terme, mais il ne s'abusait pas. C'était quelqu'un qui considérait qu'il venait en second rang, après les maîtres pour lesquels il avait un infini respect, mais que sa mission était de montrer que les principes qu'ils avaient exprimés dans des bâtiments exceptionnels, des prototypes, pourrait-on dire, en faisant une comparaison, des voitures de Formule 1, on ne va pas avec une voiture de Formule 1 faire ses courses, eh bien Schweitzer pensait que son rôle était d'être un passeur, de faire en sorte que ses idées s'installent dans des édifices normaux, ordinaires, véritablement. Alors, grande hétérogénéité de ces sources, pourrait-on penser, mais il pensait légitime de les réunir, et si vous feuilletez, il est certainement à la bibliothèque ici, l'ouvrage qu'il a publié sur l'intégralité de ses réalisations, il donne une liste des architectes qui l'ont marqué, et vous verrez que c'est un véritable syncrétisme.
Alors, bon, maintenant je vois que le temps passe, je vais vous montrer des projets, je vais illustrer tout cela, je vais vous montrer quelques projets emblématiques de Schweitzer, pas mes préférés, mais ceux que lui-même préférait, montrait volontiers, notamment quand il était appelé à faire des conférences sur son travail, il les remontrait pratiquement systématiquement. Tout au moins pour les deux premières rubriques, la troisième, il avait tendance à l'occulter. 3 rubriques, disais-je. La première, elle est constituée d'édifices installés en milieu rural, souvent solipsistes. Hein. Ce sont des auberges de jeunesse, ce sont des colonies de vacances. Il a travaillé pour tous les grands organismes qui s'occupaient des mouvements de jeunesse. La deuxième catégorie, ce sont des édifices urbains. Et la troisième, eh bien, ce sont des éléments de fabrication de la ville. Et autant les 2 premières rubriques eh bien, ont fait l'objet d'une continuité absolument parfaite, autant la troisième a comporté des révisions. Alors commençons par cette première rubrique et par un édifice qu'il dessine en 61. C'est l'Institut médico-professionnel de Lavore, dans le Tarn. Et vous voyez déjà un plan, bon, il est réalisé dans un parc tout à fait étonnant, très vaste, déjà abondamment boisé, et tous les arbres seront conservés. C'est un centre expérimental qui reçoit des adolescents qui ont des troubles psychomoteurs. C'est un centre de rééducation, mais vivent aussi sur le site tous les personnels qui y travaillent. C'était une opération qui n'a pas été reconduite, c'était une expérimentation. Alors c'est là qu'il commence à travailler avec quelqu'un qui sera très important pour lui, qui est Pierre Rose. Pierre Rose, c'était quelqu'un des CMEA, les centres d'entraînement en méthode d'éducation active, qui avait décidé de créer, et de rassembler, pourrait-on dire, tout ce que ces édifices qui se construisaient avaient d'original, pour essayer d'avoir une approche un peu fondée de la programmation de ces édifices. Et il a fondé avec lui le CREDOC, qui est le Centre de recherche, d'information et de documentation, qui avait été créé par la JPA, Léo Lagrange, Front et Franche Camarade, la Fédération des œuvres laïques, toutes les grandes fédérations qui s'occupaient des mouvements de jeunesse. Donc là, vous voyez ce bâtiment, on ne peut pas dire un bâtiment, hein, cette ramification qui se répand dans le parc. Et vous voyez eh bien, le vocabulaire schweizerien, bien sûr, hein, la brique du Tarn, la brique locale, le bois. Vous voyez cette recherche de la transparence et vous voyez ces éléments qui font ces signatures, notamment ces gargouilles et ces cônes qui reçoivent l'eau pour éviter le rejaillissement à partir du sol. Donc petite promenade rapide à Lavore, avec ces grandes galeries pour que ces adolescents qui ont des problèmes notamment moteurs puissent cheminer confortablement et à l'abri de la pluie. Et là, c'est la piscine de rééducation. Et le personnel, disais-je tout à l'heure, vivait sur le site, et là, il y avait des maisons, mais qui survolaient l'ensemble des édifices, et qui, elles, étaient en béton armé. Et je reviendrai sur cette tentation brutaliste qu'il a pu avoir quelquefois. Deuxième édifice que je vous présente, il ne s'est pas réalisé, et je pense que c'est le plus important, parce que c'est là qu'un certain nombre de choses déterminantes dans son œuvre vont se manifester. Le rez-de-chaussée, vous voyez là, c'est un plan éclaté, qui, on s'est tenté de dire qu'il venait de Stiel. En réalité, c'était de Stiel, mais revisité par Mies van der Rohe. Il n'avait pas connu directement de Stiel, il a appris à le connaître bien sûr plus tard. C'est par Mies qu'il s'était intéressé à ces questions de plans éclatés, notamment par les fameuses maisons de briques qui n'ont pas été réalisées, que Mies avait dessinées en 1923. Donc les rez-de-chaussée de ces édifices, à partir de ce moment-là, seront presque toujours extraordinairement éclatés. En revanche, il va y avoir un étage qui va venir calmer tout cela. Il va y avoir ce qu'il appelait la galette ou la casquette, selon les jours. Ce bâtiment lourd, alors que les rez-de-chaussée sont légers et vitrés, qui vient caler l'ensemble. Et là, on retrouvera cette façon de faire dans de nombreux édifices. Ici, vous voyez une auberge de jeunesse à Corançon ou une autre auberge de jeunesse à Lorient. Il y a là quelque chose que l'on retrouvera systématiquement. Et puis on va retrouver la pureté cubiste, hein, avec des menuiseries au nu extérieur pour avoir des volumes absolument lisses. La brique, le bois, le verre, le grès qui seront vraiment ces matériaux fétiches, et toujours ces gargouilles, ces cônes. Le centre familial de vacances de Murol. Alors, j'ai parlé de tentation brutaliste, c'est une de ses réalisations dans ce registre, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors vous le devinez peut-être, ce centre dans le lointain, il est effectivement au pied d'un versant abrupt dominé par un château qui était classé monument historique, et là il va s'approcher du brutalisme qui avait été défendu par Le Corbusier, à Amenabad notamment, mais aussi par Breuer.
hein. Et il y a toute une famille d'architectes qui sera tentée de temps en temps par ces bâtiments lourds, durs, qui prennent fortement, presque volontairement lourdement, leur position dans le site. Et le plan le reflète tout à fait bien. Hein. Et ce village donc, a été réalisé assez miraculeusement, c'est dans un site sous haute protection, et il a réussi à passer sous les fourches codines d'architectes des bâtiments de France qui, à l'époque, étaient beaucoup plus contrariants qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Bien, et là, Schweitzer, c'était rare chez lui, a reconnu une influence, et je vous présente ici un ensemble de bâtiments réalisés près de Berne par une équipe suisse qui s'appelle Atelier 5, pour laquelle Schweitzer avait le plus grand respect et qu'il met d'ailleurs dans sa liste. Et là, il avouait avoir été très impressionné par cette visite et s'en être inspiré. Bien, l'auberge de jeunesse de Choisy-le-Roi, près de Paris, donc, et là, il va définitivement mettre au point ces systèmes de menuiserie et de détail. Il y avait à l'agence des cahiers, des carnets de détail immuables que l'on utilisait pour la réalisation des édifices. Et là, vous voyez d'ailleurs ces carnets. Alors, c'était dessiné échelle demi-grandeur à l'agence. Les détails extrêmement précis. Vous savez, c'est très facile de dire on met les menuiseries au nu extérieur, c'est beaucoup plus difficile de les y installer et d'obtenir l'étanchéité. Donc vous voyez des pré-cadres avec des joints écrasés, et puis bon, des systèmes assez compliqués. Toute cette simplicité se paye au contraire d'études extrêmement subtiles et délicates. Alors, l'auberge jeunesse de Brest, elle m'est chère parce que j'ai suivi tout le chantier, puisque Schweitzer était venu sur mes terres en l'occurrence, fin 1983, et surtout c'est le deuxième édifice qui a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques quelques mois avant sa disparition, donc il l'a su, et il en était vraiment très heureux. Alors ce bâtiment, et je reviens aux ABF, a d'abord essuyé un refus de permis de construire. Et il y avait un ABF en Finistère qui aimait les bons mots, et il se trouve que cet édifice a été construit dans un terrain où il y avait des palmiers. Vous savez qu'en Bretagne, on a un climat quasi équatorial, donc, donc il y a de très nombreux palmiers. Et donc Schweitzer avait méthodiquement dessiné des palmiers sur les élévations, et l'ABF avait refusé le permis en mettant architecture coloniale. Donc cet édifice, eh bien, là encore, décline. Je dirais, bon, c'est une auberge de 118 lits, de grand passage, mais aussi c'est de la nouvelle génération d'auberges. Ce sont les collectivités locales qui les construisaient, c'était de grosses dépenses, et donc elles entendent les utiliser aussi pour organiser des séminaires, des rencontres, ce ne sont plus seulement des auberges de jeunesse. Bon. Mais vous retrouvez eh bien, cet assemblage de volumes, chacun demeurant extrêmement lisible, avec des pénétrations qui sont manifestées soit par des joints creux, soit par des vides, et on retrouve là tout le vocabulaire schweitzerien. Voilà l'intérieur, avec le grès en sol que j'évoquais, le bois, les lampes toujours de Jacobsen, le mobilier est de Schweitzer, il a été inscrit en même temps que l'édifice à l'inventaire des monuments historiques, et le béton brut qu'il affectionnait également. Alors les édifices urbains, le Corbusier, non, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est Schweitzer que je voulais évoquer, je vous l'ai dit, aussi bien dans ses souvenirs d'enfance, c'était la campagne qui l'avait marqué, son intérêt pour les architectures vernaculaires paysannes, et ces édifices, auberges de jeunesse, colonies de vacances, essentiellement faites en milieu rural, et bien quand il va pénétrer en ville, il va montrer une capacité véritablement à installer ce vocabulaire dans des édifices urbains. Ici, c'est une école d'infirmières et un centre de soins qui est à Paris. Alors vous retrouvez cette influence du cubisme, les éléments de programme sont isolés dans des volumes qui eux-mêmes sont séparés, et les joints creux là ne sont plus d'1 centimètre comme dans le précadre de la menuiserie, mais sont d'1 mètre quelquefois, avec un vitrage en fond qui permet d'avoir cette lecture extrêmement séquencée et d'avoir des emboîtements de volumes très, très complexes et très subtils. Donc vous le revoyez là, avec toujours la brique. Là, c'est la brique de Vaugirard, qui est une brique de la région parisienne qui était snobée et qu'il va réhabiliter. Elle était snobée parce qu'il y a du mâche-fer dans cette brique. Elle n'est pas uniforme, elle a des taches noirâtres qui, au contraire, l'intéressaient beaucoup. Très attachée à la matière et aux matériaux. Ce qui rend d'autant plus important le joint creux, parce qu'évidemment, assembler bout à bout deux matériaux rugueux, c'est extrêmement complexe, c'est presque impossible. Le joint creux permet de les faire se voisiner sans que ce télescopage soit malheureux.
Dans le même îlot, il y a cet ensemble, il y a une maternelle, un collège et puis un centre de résidence pour des sœurs qui sont missionnaires et qui ne sont que de passage à Paris. Et là, même s'il est en retrait de la ligne de voirie, on voit à nouveau cette capacité à s'inscrire dans un tissu urbain. Et là, bon, vous voyez ce vocabulaire toujours, et ce petit clin d'œil au Japon avec cette rivière de galets. Et il y a associé à cet ensemble un édifice qui est chapelle de temps en temps et qui est, en d'autres instances, une salle de rencontre, de réunion et de conférences. Et là encore, on retrouve eh bien, ce Japon évoqué tout à l'heure. Et vous allez le voir encore mieux parce que pour préserver le calme, alors que les cours de récréation sont juste à côté, vous avez cette palissade eh bien, qui était très fréquente dans les temples japonais. On retrouve là toujours cette leçon. Bien. Et puis, à la fin de sa carrière, avant de céder le témoin à sa fille, il va réaliser un ensemble d'immeubles parisiens qui montrent toujours cette volonté d'apprivoiser, je dirais, le mouvement moderne dans ce qu'il avait de dur et de le faire entrer en ville lorsque c'était possible. Alors, on va conclure rapidement, parce que j'abuse véritablement, avec un domaine dans lequel il va y avoir de grandes révisions. C'est son approche de la ville au travers de ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui des projets urbains. Il a une commande extrêmement importante en 1963, très tôt, un îlot à Paris de 14 hectares pour y construire 2000 logements pour 10 000 habitants. C'était la jauge familiale à l'époque. Et là, il s'en remet totalement au dogme du mouvement moderne. Et il va avoir à réaliser lui-même 540 logements dans cet ensemble. Et il va faire un chantier qui est d'une perfection impeccable dans la réalisation et qui, vous le voyez, est d'une terrible dureté pour nous aujourd'hui, dans sa répétitivité, bien sûr. Et puis il va céder au mythe du pilotis accueillant. Voilà les dessins de l'agence. Vous voyez ces jeunes gens qui, sitôt qu'ils ont 5 minutes, n'ont qu'une joie et qu'un plaisir, c'est d'aller discourir sous le pilotis. Les choses sont un petit peu plus rudes aujourd'hui. Et bien là, Schweitzer ne va pas s'obstiner. C'est le seul domaine où il va opérer vraiment une révision. Il va abandonner le dogme moderniste pur et dur, et il va le faire, je dirais, parce que quelqu'un va lui prendre la main. Un ancien de l'atelier, qui est Hubert Leroux, qui s'était installé à Châlons-en-Champagne, qui gagne un concours, et Schweitzer va avoir la commande des édifices. Et il va travailler dans un plan masse qui est véritablement urbain, qui reprend les alignements et qui même a des caractères dictés par un parcellaire un peu complexe. Et là, il va admettre que cette particularité, que cette différence, que même ces éléments chaotiques et peu rationnels, eh bien, sont de nature à améliorer l'architecture et en tout cas les rapports qu'elle peut susciter entre ceux qui la pratiquent. Et à partir de là, eh bien, il va y avoir d'autres commandes parisiennes d'ampleur, la Zacreuilly en 87, 12 hectares à nouveau, pratiquement la même dimension. Mais là, vous voyez qu'il retrouve des dispositifs urbains, et mieux, il est capable de prendre en charge les édifices préexistants, qui sont ici dans ce rose violine, qu'il va dédramatiser, alors qu'il y a notamment une barre qui était d'une incroyable dureté, et il va réintroduire véritablement eh bien, des éléments urbains qu'il avait oubliés. Voilà les plots qui ont été réalisés par Brenac et Gonzalez, qui ont été disposés devant la barre et qui permettent de l'intégrer, voilà l'arrière et la barre, de l'intégrer dans ce tissu. Alors, il va achever sa carrière d'urbaniste, pourrait-on dire urbaniste, d'architecte faisant du projet urbain, avec les deux axes rive gauche qui flanquent la grande bibliothèque de Perrault. C'est en 1991, et là, il va réaliser quelque chose de très complexe, d'une part parce que ces tours de Perrault, on ne pouvait pas les approcher de façon très aisée, parce qu'il y a aussi une très forte déclivité du terrain, et puis il y a un problème d'échelle. Il va très bien le résoudre, et vous le voyez sur cet axono, il va faire un îlot avec des îlots. Il y a un emboîtement. Ce ne sont pas des édifices qui forment l'îlot, ce sont des îlots plus petits qui forment un îlot plus grand. Et il arrive à trouver une échelle qui est parfaitement satisfaisante et qui permet de recalibrer aussi en boulevard urbain ce qui n'est qu'une voie de circulation le long de la Seine. Bon, je m'arrête là, j'ai été beaucoup trop long, et je m'arrête pour passer le témoin avec cette photo qui vous montre que cet Alsacien protestant et sévère savait quelquefois aussi devenir un fier Gaulois. Là, tenu par
quelques élèves de plusieurs promotions, des promotions de ceux qui étaient entrés comme moi en 69 dans ces ateliers. J'étais parmi ces premiers élèves, et il y en a qui étaient rentrés en 73, je pense, également. Voilà, je vous remercie. Bravo Daniel. Merci. C'est très difficile de parler après Daniel de Quédic qui vient de vous faire une démonstration tout à fait brillante d'historien. Ma présentation à moi sera sans doute peut-être plus émotionnelle, plus personnelle. Je vais essayer de partager avec vous l'homme qui était derrière toute cette architecture. Commencer cet hommage à mon maître, Roland Schweitzer, par cette photo du domaine du Four à Cieux était une évidence. Tout y est. L'osmose avec l'environnement, la transparence qui place le spectateur au sein de la nature, une inspiration vernaculaire associée à une modernité sans compromis, la pureté du dessin. L'intelligence de la mixité des matériaux y est symbolisée par les tubes d'acier placés entre les poteaux moisants pour des sections en bois plus filigranes. Je dis depuis très longtemps à mes étudiants que ce qui est vraiment écologique, c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit. Vous savez d'où ça vient. Ce dessin est typique de l'agence Schweitzer. Au trait, sans fioriture, extrêmement précis, constructivement, mais plein de vie, et toujours au milieu des arbres. Même s'il n'y en a peut-être pas autant, ce que tu as montré tout à l'heure était très, très juste au pied des barres. L'évocation de la tradition japonaise y est infiniment sensible. Le bois, les proportions, mais aussi le décollement du sol, que tu as tout à l'heure montré aussi avec la pierre qui permet de monter sur la petite galerie. Et puis la présence de rochers et l'intégration harmonieuse du bâti dans son site naturel. J'ai fait mes études à l'atelier Schweitzer de 1978 à 1984 avec une interruption en 4e année alors que M. Mougin s'occupait des étudiants puisque Schweitzer faisait première, 3e et 5e année et Mougin 2e et 4e parce que je voulais aller voir tout simplement une des rares femmes qui était enseignante, professeure à l'école d'architecture, qui était Marion Tournant-Branly, une femme tout à fait exceptionnelle dont je suis aussi restée très, très proche. Ma rencontre avec Roland a eu une influence décisive sur mon parcours professionnel, mais aussi sur ma vie personnelle. Vous allez le comprendre au fil des minutes. Et plus le temps passe, plus je lui suis reconnaissante pour tout ce qu'il a partagé avec moi et aussi pour toutes les pistes qu'il a ouvertes pour moi. Je suis donc entrée à l'atelier Schweitzer le premier lundi d'octobre 1978. J'étais jeune, petite, provinciale et j'avais un fort accent du Midi qui faisait rire tous les Parisiens. Roland m'a pris sous son aile, il ne faisait pas beaucoup de compliments, mais c'était un homme droit et juste, qui prenait le temps de nous écouter, corrigeait nos projets avec bienveillance et partageait surtout avec nous sa passion pour l'architecture. En 1979, nous avons quitté avec regret les locaux provisoires du Grand Palais où il faisait froid l'hiver et trop chaud l'été, mais où l'ambiance était festive. Nous nous sommes retrouvés au rez-de-chaussée d'une bar dans le grand ensemble des Olympiades à Tolbiac et ce fut pour tous une douche froide. Les ateliers étaient tout en longueur et bas de plafond, mais nous avons construit dans le nôtre une estrade en bois qui le rendait un peu plus chaleureux. Ici, vous voyez l'atelier Schweitzer. L'atelier était encore organisé selon le principe de la grand-masse des beaux-arts. À l'époque, Vincent Brossy était le grand massier de l'atelier et j'ai été la secrétaire pendant toutes mes études, ce qui m'a donné une position privilégiée auprès de Roland.
J'ai organisé ainsi plusieurs voyages d'études avec lui aux Pays-Bas, en Champagne humide, dans les Vosges et bien d'autres. Roland emmenait aussi souvent ses étudiants à la Tourette, sur les pas de Le Corbusier. Mais le voyage le plus marquant fut celui qui nous a permis de découvrir les constructions en bois de l'école de Bordeaux. Pour le préparer, Roland m'avait envoyé quelques semaines avant chez son ami Pierre Lajusse, qui m'a reçu avec une extrême gentillesse et qui est depuis mon mentor bienveillant, mon autre mentor bienveillant. Le travail de Roland a été enrichi par ses voyages aux quatre coins du monde et par son amitié avec de nombreux architectes, spécialistes de la construction en bois, mais aussi adeptes d'un régionalisme critique. Il y a une personne que tu n'as pas citée tout à l'heure quand tu parlais des régionalismes, et c'est Kenneth Frampton. Et je pense que Roland, même si j'en ai jamais parlé avec lui, était sans doute peut-être plus proche de l'approche de Kenneth Frampton. En tant que secrétaire bénévole de l'atelier, j'étais chargée d'organiser aussi les conférences de ses amis. Nous avons eu ainsi la visite, entre autres, de Sverre Fehn, le Pritzker Prize norvégien, de Christian Gulliksen, proche d'Alvar Aalto, et très souvent de l'ingénieur allemand Julius Natterer, qui a créé en 1977 à l'EPFL de Lausanne la première chaire de construction en bois d'Europe. Julius et Roland étaient très proches et il y avait régulièrement des échanges entre nos deux écoles. En 1979, Roland a organisé sur la galerie du Centre Georges Pompidou une grande exposition intitulée « Maison de bois », qui a connu un très grand succès. Ça a été vraiment une découverte, tout comme quelques années plus tard, l'exposition sur la Terre de Jean de Thiers sera une immense découverte de la matérialité, des matériaux naturels. Un des projets mis en valeur était la maison moduli de Christian Gulliksen, construite en éléments préfabriqués que je viens de vous montrer avant. Roland a toujours partagé très généreusement ses connaissances. Quand il revenait de ses voyages, il lui tardait toujours de nous montrer ses découvertes dans de mémorables conférences improvisées à l'atelier. Je revois encore la flamme qui brillait dans ses yeux quand il nous a montré la Villa Katsura, icône du Japon, ou la ferme au bardage sang de bœuf, trouvée par hasard dans la campagne suédoise avec Julius Natterer, une fois où ils étaient allés s'y promener ensemble et dont la modernité le subjuguait. Car bien que résolument moderne, Roland était un grand admirateur de l'architecture de ce qu'il appelait les sociétés de tradition, françaises, scandinaves ou japonaises, qui ont influencé ses projets toute sa vie. Sa collection de dizaines de milliers de photos, de diapositives est un véritable trésor. Avant l'ère des PowerPoint, Roland utilisait toujours pour ses conférences 2 projecteurs de diapositives pour mettre en regard ensemble et détails, souligner les ressemblances entre 2 bâtiments ou comparer 2 détails constructifs. Roland était un passeur. Depuis l'ouverture de son agence en 1954, il a transmis avec enthousiasme ses passions et ses valeurs à plusieurs générations d'architectes français et étrangers qui l'ont consulté comme un mentor jusqu'à la fin de sa vie. Tu as dit que tu avais parlé avec lui la veille de sa mort. Un architecte japonais parlait avec lui aussi de détails sur la conférence qu'il était en train de préparer sur les hangars en bois. Roland nous apprenait à regarder. Il nous ouvrait l'esprit à d'autres cultures, à des constructions vernaculaires et contemporaines. Il nous faisait parfois visiter ses œuvres qui lui ressemblaient beaucoup. De la rigueur, de la précision et une mixité qui tire le meilleur de chaque matériau, avec toujours une transition claire aux interfaces, le fameux joint creux qui lui était si cher et dont tu as montré quelques exemples. Des conférences, Roland en a fait des milliers dans le monde entier avec toujours un public enthousiasmé par la passion qu'il animait quand il parlait de l'architecture. J'ai entendu bien des témoignages de gens fascinés par ces conférences, en particulier celle sur l'architecture traditionnelle japonaise, dont il était le spécialiste mondial incontesté. Mais laissons Roland parler lui-même. Quand avez-vous commencé à construire en bois et pourquoi ? Je crois que j'ai été influencé par le bois dès mon enfance, parce que j'ai habité dans une ville qui était implantée dans une clairière d'une immense forêt à Haguenau, en Alsace. Et nous avions des contacts hebdomadaires avec cette forêt. Toute mon enfance a été baignée par cette forêt.
J'y ai découvert non seulement les arbres et leurs différentes essences, mais aussi les clairières, les sous-bois, les jeux de lumière, l'effet des saisons, et ça m'a emballé pour le bois. Quelles ont été à l'époque vos sources d'inspiration? Alors, mes sources d'inspiration, je viens en dire un mot. Il y a la présence de cette forêt qui nous irriguait quotidiennement de sa beauté, de ses événements. Et il y avait autour de cette forêt un certain nombre de villages qui étaient construits avec le bois de cette forêt, en système colombage, les villages alsaciens comme ils sont connus, avec un système de construction unique, mais toutefois chaque maison était différente. J'ai pris conscience de cette créativité naturelle qui était présente d'une façon généralisée. Ça n'était pas un règlement qu'on appliquait, c'était une sensibilité qui s'exprimait naturellement. En quoi le bois a-t-il modifié votre façon de concevoir un projet? Oui. Le bois est un matériau généreux, mais très exigeant. C'est-à-dire que ses aptitudes physiques sont telles que si on les néglige, on va à la catastrophe. Donc, à travers les siècles, les hommes ont appris à dialoguer avec le bois dans la construction et à réaliser des édifices de plus en plus hardis. Je prends l'exemple des églises norvégiennes par exemple, ou russes, qui ont atteint des hauteurs de 36 mètres, en étant réalisées en rondins, en simple rondins de 40 cm de diamètre. Donc l'influence du bois dans l'histoire des hommes est considérable et elle se poursuit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos forêts continuent à exister, même si elles ont diminué. Elles étaient beaucoup plus grandes à l'époque de l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer, et même après, elles atteignaient jusqu'à 90% des surfaces accessibles, des surfaces terrestres, 90%. Elles sont aujourd'hui encore, dans certains pays comme le Japon, de 60%. 60%, ce qui est considérable, et ce qui a permis, en utilisant rationnellement les coupes, d'avoir un matériau fiable, agréable, constructif, d'une façon continue, qui permet aujourd'hui, à travers le monde, de faire renaître une construction en bois. Ce fut le ministère de l'Équipement qui a créé une cellule de réflexion à laquelle ont participé 5 architectes, dont 2 sont consultés par vous, Pierre Lajus et moi-même. Et nous avons relancé la construction en bois en encourageant des projets types, des projets, des concours restreints pour des gens qui savaient manier le bois. C'est à cette époque aussi que le ministère a lancé la grande exposition du Centre Pompidou sur les maisons de bois en 79-80. Cette exposition a connu un succès inattendu, 1 250 000 visiteurs. Les gens étaient surpris par l'encadrement en bois qui avait été fait à l'occasion de cette exposition, par les senteurs du bois, et le ministère a décidé de lancer des grands programmes de construction d'HLM après cette exposition. Et petit à petit, la technique a repris du poids, parce qu'il a fallu recréer des entreprises, il a fallu animer la filière qui était très désorganisée pour arriver aujourd'hui à un regain certain du bois
dans la construction en France et en Europe et à travers le monde. Que pensez-vous de l'architecture en bois actuelle dans le monde et quelle est la place de la France? Pour les raisons que j'ai exposées précédemment, le bois a repris un droit d'existence. Il est reconnu comme un matériau de qualité qui peut répondre à des programmes très particuliers. J'en cite un qui me vient à l'esprit, c'est les surélévations que l'on est amené à faire dans les grandes villes. Eh bien, souvent, on ne peut pas les faire en béton à cause du poids sur les fondations. Par contre, on peut les faire en bois, parce que le bois est beaucoup plus léger. Hein, le béton est à 2,5 et le bois est à 0,5 de densité pour le poids. Cette meilleure connaissance du bois, les échanges qui se sont réalisés entre les différents pays, les publications qui ont commencé à fleurir de partout sur les bâtiments en bois ont redonné une raison d'être, une possibilité d'être à ce matériau à travers le monde. Alors, il y a actuellement un regain très clair sur le bois, mais qui nécessite aussi une formation de bureaux d'études, qui sont insuffisants en nombre en ce moment, d'entreprises qualifiées. Nous avons en France les compagnons du devoir qui font un travail fondamental depuis le Moyen-Âge sur cette formation en menuiserie, charpente et marqueterie. Mais ça ne couvre qu'un nombre limité de personnes. Il faut donc accentuer cette formation au bois, et pour cela, il serait très important que dans les écoles d'architecture et les écoles d'ingénieurs, il y ait un chapitre important de sensibilisation au bois, en rappelant l'histoire du bois depuis l'âge de pierre jusqu'à aujourd'hui, pour encourager les étudiants à travailler dans ce domaine. Les revues d'architecture ont contribué à encourager les architectes. La revue, j'en cite une parmi d'autres, Séquence Bois. Séquence Bois, qui publie en ce moment son 100e numéro, a encouragé des centaines d'architectes français à travailler le bois. Et ça répond à votre question de l'évolution du bois en France. L'encouragement donné à ces jeunes architectes de construire avec un matériau souple comme le bois a permis un développement extraordinaire, non seulement dans l'habitat, mais aussi dans tous les équipements, les écoles, les gymnases, les piscines, et même jusque dans l'hospitalier. Quels sont les potentiels du bois et des autres matériaux biosourcés? Oui, alors, bien sûr, on a, à côté du bois, on a exploré tout un tas de matériaux parallèles, je dirais, allant jusqu'à la paille, pour contribuer à améliorer l'isolation thermique, par exemple. Bon, ça se développe normalement en parallèle. Bon, le bois touche évidemment un pourcentage beaucoup plus important de réalisation ou de contribution à des réalisations que les matériaux bioportés qui sont plutôt des accompagnements à mon point de vue. Hein. Mais tout ça est en pleine évolution. Hein, on voit maintenant à la télévision des commentaires qui sont faits sur des constructions avec des murs en paille. Hein, en paille avec des grandes épaisseurs qui font une excellente isolation, mais qui ont bien sûr aussi des inconvénients, parce que retomber sur des murs épais comme ça nous rappelle les vieux murs en pierre et leurs grandes épaisseurs. Alors que avec des techniques d'isolation plus
plus modernes, sur le plan technique, on arrive à des épaisseurs raisonnables, qui sont, à mon avis, plus dynamiques dans l'évolution de l'architecture que ces matériaux qui exigent de très très grandes largeurs. Comment susciter le dialogue avec l'environnement par l'architecture ? Le dialogue entre l'architecture et son environnement est évidemment d'abord un problème de volume, de volumétrie, savoir comment on propose l'insertion d'un nouveau bâti dans un environnement qui peut être naturel, à la campagne, ou urbain, dans la ville. Il y a donc un dialogue à créer entre ces nouveaux volumes et ce qui existe avant. Dans la nature, ce sont des arbres, ce sont des prés, ce sont des collines, c'est une rivière, voilà, on cherche à dialoguer comme l'ont fait nos anciens. Nos anciens l'ont fait jusqu'au XVIIIe siècle, d'une façon impeccable, prise en compte de l'environnement. Ensuite, au point de vue du traitement des structures, il y a un volume, peut-être à la limite un bunker, voir les bunkers du mur de l'Atlantique, qui ont leur beauté guerrière, mais qui ne sont pas humains, alors que nous, par le traitement des façades, des percements, on peut créer autant de contact avec l'environnement. L'intérieur du bâtiment dialogue avec l'extérieur, et l'inverse aussi, l'extérieur rentre dans le bâtiment. C'est en ça que nous pouvons faire des architectures de qualité comme elles l'ont été faites sans architecte pendant des siècles jusqu'au XIXe siècle. Parce que il faut rappeler que les écoles d'architecture n'existaient pas au Moyen-Âge. Il y a une phrase là que j'aime bien. Au XXIe siècle, dans le cadre du développement durable, le matériau bois confirme sa contribution millénaire à une politique d'économie d'énergie. Matériau écologique respectueux de l'environnement, le bois est une matière première renouvelable, en croissance permanente. Sa transformation est économe en énergie. Le bois permet de mener des chantiers propres et se recycle aisément en fin de vie. Enfin, construire en bois, c'est laisser la forêt se développer, les coupes d'arbres venues à maturité ou les coupes d'éclaircies étant les clés de sa croissance. Il s'agit, avec ce matériau ancestral, de mettre en place des rythmes, de tenir compte des différentes échelles de perception, de créer des espaces porteurs d'échanges, de favoriser le dialogue quotidien entre les hommes et leur indispensable prolongement, l'architecture. Cette manière que Roland avait de dire l'architecture, c'est vraiment quelque chose, tu t'en rappelles sans doute, c'était vraiment, c'était sa maîtresse l'architecture, c'était sa passion, il vivait vraiment pour ça et sa femme Micheline travaillait avec lui à l'agence et je pense que si elle n'avait pas fait ça, elle ne l'aurait jamais vu. Roland était très impliqué dans la transmission aux jeunes architectes, aux futurs architectes. Il a été professeur dès 1969, professeur P1 à UP7 au Grand Palais, puis à Paris-Tolbiac jusqu'en 1991. De 1975 à 1985, il a été membre du bureau de l'AEA, ou qu'on appelle aussi EAE, selon que ce soit en français ou en anglais, donc l'Association européenne pour l'enseignement de l'architecture. De 1983 à 2004, il a été professeur invité à l'EPFL à Lausanne, où il était co-directeur du master postgrad sur la construction en bois avec Julius Natterer et puis Wolfgang Winter. Et puis de 1987 à 2000, il a été membre du comité consultatif pour la formation en architecture à Bruxelles. Et enfin, de 1997 à 2000, mais ça ne vous étonnera sans doute pas, il a été aussi président du conseil scientifique et pédagogique des grands ateliers de l'île d'Abo, où justement on travaille beaucoup avec les matériaux naturels.
Roland a aussi beaucoup travaillé avec l'UNESCO et l'UIA, et en particulier, en 1996, il a été co-auteur de la charte UNESCO-UIA sur la formation des architectes, qui a été réactualisée en 2017. Dans le préambule, on peut lire entre autres « Nous nous sentons responsables de l'amélioration de la formation théorique et pratique des futurs architectes pour leur permettre de répondre aux attentes des sociétés du XXIe siècle, du monde entier, concernant les établissements humains durables dans chaque contexte culturel. » Roland, qui avait compris mon intérêt pour l'enseignement, m'a proposé dès 1980 de l'accompagner à une des premières rencontres du réseau EAAE, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a lieu en Belgique. Et en 1984, il m'a même demandé de représenter officiellement UP7 à sa place pour les rencontres organisées à la faculté d'architecture de l'université de Stuttgart par son ami Peter Sulzer, grand spécialiste de Jean Prouvé lui aussi. Cette session était consacrée au Learning by Doing, le Design Build ou l'apprentissage expérientiel d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des cycles, les choses qui reviennent. Roland transmettait par ses conférences, par l'enseignement, mais aussi par l'écrit. Il a entre autres participé avec Julius Natterer à la rédaction de Construire en bois, un livre tout à fait majeur pour l'essor de l'ingénierie du bois en Europe. Il y a eu plusieurs tomes. Ça, c'est le premier. Il y a eu aussi Construire en bois 2. Roland a participé à l'écriture et il a traduit aussi l'ensemble du livre en français. Roland participait, il en a parlé tout à l'heure, au comité de rédaction de plusieurs revues d'architecture, dont Séquence Bois. Mais il avait commencé plus tôt avec le Carré Bleu, une feuille internationale d'architecture, c'est le nom qui se donnait, créée en 1958 à Helsinki à la suite du dernier congrès international d'architecture moderne, donc les SIAM. Roland, qui savait que j'aimais écrire, m'a généreusement proposé vers 1980 de le remplacer aux réunions du comité de rédaction du Carré Bleu. J'ai retrouvé plusieurs fois par an chez Philippe Fouquet, dans le quartier latin, d'éminents auteurs comme le critique d'architecture Lionel Schein et André Schimmerling, le directeur du Carré Bleu. C'est d'ailleurs lui qui m'a conseillé en 1983 d'aller suivre à l'université d'été d'Oslo le séminaire Energy Planning and the Environment, où j'ai rencontré mon mari allemand. Donc vous voyez, Roland a vraiment eu une influence tout à fait décisive sur mon parcours professionnel et aussi sur ma vie personnelle. Roland a notablement contribué à l'essor de l'architecture en bois contemporaine grâce à quelques projets majeurs, mais surtout à travers son enseignement à UP7 Paris-Tolbiac et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Le hasard a voulu qu'il crée juste l'année de mon diplôme le CEA Bois, certificat d'études approfondies en architecture. C'était un enseignement très novateur à l'époque, auquel participaient tous ses amis architectes et ingénieurs. Il m'a chargé de prendre en note toutes les interventions, et ce recueil a servi de base à mon premier livre intitulé Le bois dans la construction, qui est paru en 1989 aux éditions du Moniteur et que Roland a très gentiment préfacé. Quand cet ouvrage a reçu un prix de l'Académie d'architecture, il m'a dit avec son sourire malicieux « Dominique, je ne suis pas fière de vous ». Sauf quand il parlait d'architecture, Roland n'était pas bavard, mais il avait des phrases très directes qui exprimaient l'essentiel. Le jour de mon diplôme, il m'a dit « Dominique, vous n'êtes pas le prochain Le Corbusier, mais vous avez un talent pour l'organisation que vous devez absolument utiliser. Depuis, j'organise des livres, des expositions, des voyages et des prix. » Nous nous croisions souvent, Roland et moi, au gré des congrès sur la construction en bois, comme en Belgique, vers 2000, où il a parlé de l'architecture japonaise avant que je parle de celle du Vorarlberg. Et j'ai eu l'honneur de lui rendre hommage au Forum du Bois de Besançon en 1914. En 2014, merci. C'est aussi en 2014 que Roland a présenté à l'Académie d'architecture le magnifique livre sur son parcours qui a été publié par sa fille Marie et son gendre Anthony. Là, il me signait mon exemplaire. Cet ouvrage a beaucoup impressionné son ami Pierre Lajusse. Il m'a écrit, quand je lui ai expliqué que je devais faire ici un hommage, j'ai demandé à plusieurs amis qu'il aimait beaucoup, qui avaient travaillé avec lui, de me dire quelques lignes sur lui. Donc voici le témoignage de Pierre. J'ai un immense respect pour Roland Schweitzer et une grande admiration pour son œuvre. Quand je parcours aujourd'hui le livre qu'il a tenu à confectionner lui-même pour rappeler ses 60 ans de carrière, une chose me frappe.
Les qualités que l'on peut attribuer à son architecture sont les qualités morales qu'on pouvait deviner chez l'architecte lui-même. Droiture, sérieux, franchise, équilibre, continuité, effort pour être compréhensible, souci des autres à travers la préservation ou la confection de leur environnement, humilité et modestie. Ces qualités ressortaient tout aussi clairement de ces conférences et de l'intervention que vous venez d'entendre, qui a été filmée en 2014, alors qu'il avait presque 90 ans. De 1978 à 2018, Roland n'a physiquement quasiment pas changé. Il a juste troqué son immuable Loden vert, autrichien, pour un autre de la même coupe, mais en bleu marine. De nombreux architectes et ingénieurs, concepteurs de l'architecture en bois très créative qui s'épanouit aujourd'hui en France, ont été durablement influencés par Roland, dont le constructeur Olivier Gaujard et l'architecte Véronique Climine. Voilà le témoignage de l'ingénieur bois Jacques Anglade qui a suivi le CEA bois de Tolbiac quelques années après moi. La rencontre de Roland Schweitzer a changé ma vie. Elle a fait du charpentier que j'étais le constructeur que je suis toujours, 32 ans plus tard. Merci Roland pour ton message, ta droiture, ton aide aussi. Merci d'avoir mis à notre disposition cet émerveillement pour les trésors de l'architecture vernaculaire, du Japon à la Scandinavie. Merci pour toutes les rencontres organisées au long de la formation à Tolbiac, de Tanaka-san à Julius Natterer. Michel Spitz, qui est ici, m'a confié quelques photos de leur dernière rencontre et m'a écrit « Je connaissais très bien Roland Schweitzer depuis 1993, date de ma désignation comme architecte consultant à la MIC. Nous sommes devenus très complices en tant qu'Alsaciens de ce groupe. J'ai un souvenir ému de notre dernière rencontre lors d'une conférence sur ses terres natales à Haguenau en octobre 2017. Vous voyez, il avait nettement plus de 90 ans et pourtant il était encore tout à fait en forme. Depuis 1983, sa fille Marie Schweitzer, qui a aussi fait ses études à UP7, suit les traces de son père avec son mari Anthony. Et elle met en œuvre des rapports émouvants entre la fonction, la forme, les proportions et la matière, comme elle l'écrit sur son site internet. Lors de l'hommage posthume qu'elle a rendu à Roland au Forum du Bois de Nancy le 4 avril dernier, elle a montré 2 bâtiments sur lesquels elle travaillait en lien étroit avec lui, comme l'amphithéâtre en bois en cours de chantier dans le collège qu'il a construit rue de Reuilly à Paris dans les années 70 et que Daniel vous a montré tout à l'heure. Roland est parti peu de temps avant que le chantier soit terminé, mais il allait régulièrement sur le chantier. Un lundi d'atelier, vers 1980, Roland m'a dit soudain « Dominique, appelez-moi un taxi, j'ai une crise de palu ». Le paludisme ou la malaria, il l'avait attrapé en Afrique équatoriale française, le Gabon d'aujourd'hui, quand il travaillait à son diplôme, un centre médical. La coupe montre bien sa filiation avec Jean Prouvé, que Daniel a expliqué tout à l'heure, dont il était très proche. Il nous a dit un jour que son diplôme avait été refusé 6 ou 7 fois. Je ne sais pas si tu le savais. Dans les années 50, l'académie se mettait encore de rigueur aux Beaux-Arts. Ce projet aurait pu compléter l'hôpital de Brousse d'Albert Schweitzer, dont Roland était un lointain cousin. Le grand théologien protestant était non seulement médecin, mais aussi organiste, spécialiste de Jean-Sébastien Bach. Roland appréciait lui aussi la musique et il a fait beaucoup de chants chorales. Il était même chef de chœur. C'est une autre passion qui nous rapproche. L'hiver dernier, lors d'un week-end en famille en Alsace, j'ai eu envie d'aller visiter la maison d'Albert Schweitzer. Outre les photos de l'hôpital de Brousse, j'y ai trouvé des citations qui m'ont rappelé Roland, comme « L'homme n'est moral que lorsque la vie, celle de la plante et de l'animal, aussi bien que celle des humains, lui est sacrée. » La famille Schweitzer est protestante, mais comme me l'a écrit sa fille Marie après son décès, étant d'une obédience spirituelle hors religion, papa n'a pas souhaité de cérémonie. Il a été incinéré hier au Père-Lachaise, en ma seule présence et celle de ma mère. Pas de fleurs, rien qu'une jolie pensée et une variation de Bach. Tel était son souhait. Sa spiritualité était dans l'esprit des choses de la nature, arbres, rochers, fermes en bois, objets de notre recueillement. Aujourd'hui, j'essaye d'être digne de tout ce que Roland m'a si généreusement partagé avec moi et de le transmettre à mon tour. Merci.
Voilà, après ces deux exposés très différents dans la teneur et qui se complétaient très bien, je pense qu'on a encore quelques minutes pour des questions, s'il y en a dans la salle. Oui, je sais. Nous attendons d'abord les questions. Les questions qu'il n'y en a plus. Oui. Ben, c'est pas une question, c'est plus un témoignage, puisqu'effectivement c'est une rencontre importante, comme tu le cites d'ailleurs. Et je l'ai rencontré en 93, et on se voyait très régulièrement. Et j'ai eu la chance d'entendre pratiquement chaque année, une ou deux fois, une conférence sur la Scandinavie, sur le Japon, et ses engagements d'ailleurs d'architecte à l'international, à l'UIA et en Europe, il y attachait une très très grande importance. Et j'avais été dans la commission technique de la région Alsace, et les conseillers régionaux parlaient beaucoup de faire un conseil régional à Colombage. Et j'ai demandé que Schweitzer vienne dans ce jury, au même titre que d'autres architectes, puisqu'il fallait effectivement donner un petit peu de hauteur à ce bâtiment public majeur qui était la construction de l'hôtel de région. Il est venu avec beaucoup d'intérêt, en ajoutant d'ailleurs, il y avait avec lui Christian de Villers qui avait des attaches alsaciennes, et François Lombard, pour donner les trois dimensions, la dimension urbaine, la dimension programmatique et cette idée de la construction bois. Et effectivement, ce retour à Guenot, il y attachait énormément d'importance, parce que cette conférence à 91 ans, où il a été extrêmement brillant, mais comme je l'ai toujours connu, avec une élocution, avec une qualité de présentation tout à fait remarquable. Et j'ai fait ces photos que je t'ai communiquées. Voilà. Ce qui était passionnant dans ces conférences, et tu viens de dire que tu les écoutais régulièrement, moi, ces conférences sur la Scandinavie ou sur le Japon, je les ai aussi entendues peut-être une dizaine de fois chacune. Et chaque fois, il arrivait à nous apporter des choses nouvelles. Et quand on était en Belgique ensemble pour des conférences vers les années 2000, 2005 peut-être, je lui ai dit, écoutez Roland, c'est vraiment incroyable, j'apprends toujours quelque chose. Et il a eu cette phrase que j'ai trouvée très belle, il a dit, mais moi aussi Dominique, je n'arrête pas d'apprendre. Je redécouvre d'autres bâtiments, et sur des bâtiments que je connaissais, je découvre aussi encore des détails qui m'avaient échappé jusque-là. Donc il avait aussi, tu l'as souligné, cette humilité, cette modestie et cette curiosité immense oui, jusqu'à sa mort, il cherchait encore. Et il avait, au Forum du Bois, il y a quelques semaines, l'hommage a été rendu par un Japonais avec qui il travaillait encore sur des conférences et des expositions. Donc, je pense que ce qu'on peut se souhaiter tous, c'est à 90 ans d'avoir encore cette curiosité, cette envie de découvrir encore et de partager avec les autres. Bien, je ne sais pas si c'est la fin qui vous tiraille, mais quoi qu'il en soit, nous allons terminer. Donc, en remerciant une fois encore Daniel et Dominique d'avoir fait ce duo autour de la personnalité de Roland Schweitzer. Et je profite pour faire un peu de publicité pour une manifestation qui se déroulera demain à 8h30 dans le cadre du séminaire que je fais, dans lequel, si certains d'entre vous veulent participer, ils sont bienvenus. Daniel Lecoedic nous développera des réflexions de Schweitzer sur le joint creux, qui est le thème de cette conférence tout à fait spécifique.
Le titre était un adage qui figurait au mur de l'atelier. Un joint plein, c'est bien. Un joint creux, c'est mieux.